Inspire Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. On a tendance à associer la résilience aux grandes épreuves, mais souvent, elle se cache dans le quotidien, dans ces petits ajustements, ces micro-victoires qu'on accumule sans même toujours s'en rendre compte. Avec Nathalie, on explore ce courage discret, celui des jours ordinaires, celui qui demande d'écouter ses besoins, de faire preuve de patience et de garder le cap malgré les tempêtes minuscules mais répétées. On parle combativité, recul, communication, mais surtout de cette force tranquille qui nous transforme pas à pas, sans bruit, et qui finit par changer la trajectoire. Et surtout, souviens-toi, ce que tu sais faire mérite d'être entendu. Bonjour Nathalie, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marine et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui, en tout cas à mon sens, est très important. C'est une vraie compétence et qu'on sous-estime très souvent. Mais avant de plonger dans notre sujet du jour, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Oui, bien sûr Marine. Et d'ailleurs, je te remercie de m'avoir invitée à ton podcast. Alors, je suis une femme créatrice et créative, artiste dans l'âme et une passionnée de spiritualité et de physique quantique. Et donc, ma fonction au travers de ce que je fais, c'est d'aider les personnes hypersensibles ou en recherche, en crise de vie ou en transition. Je les aide en tant que coach et thérapeute à se trouver et trouver leur force. Oui. Tu t'es, on va dire, dirigée dans ce sens-là parce que ta vie t'y a amené, parce que tu étais curieuse du sujet, parce que des expériences t'ont conduite sur ce chemin-là malgré toi. Comment t'en es arrivée là ? Eh bien, c'est un peu de tout ça à la fois, Marine. C'est une histoire de vie, c'est aussi des expériences en observant ce qui se passe autour de moi, en observant également le cheminement de mes propres clients. Donc, je crois que ça fait partie d'un être humain. Et la résilience n'est pas toujours ce que l'on croit. En tout cas, c'est l'objet de notre sujet aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Moi, je voulais vraiment aborder cette thématique de la résilience qu'on a tendance à souvent associer à des énormes combats. Alors, effectivement, hein, quand on mène un très grand combat dans sa vie, forcément, on développe de la résilience, mais finalement, on la développe aussi dans plein de petites choses qui peuvent nous arriver, plus ou moins positives, plus ou moins négatives. En tout cas, tous ces petits combats du quotidien nous apportent aussi cette résilience. Et je pense que cette résilience un petit peu du quotidien, on a tendance à la sous-estimer, à la diminuer et finalement à l'invisibiliser, alors que finalement, elle nous a apporté beaucoup. Alors évidemment, on va parler de cette résilience en tant que telle, en tant que compétence, mais toutes ces expériences, elles nous en apportent aussi beaucoup d'autres. Est-ce que toi, tu veux peut-être commencer un petit peu par nous en dire un peu plus sur toi, ce qui a pu jalonner ton parcours et ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu as développé cette compétence de résilience ? Alors, c'est vrai que j'ai pu traverser des choses très difficiles, mais j'ai aussi pu traverser des challenges au quotidien. Et comme tu dis, des fois, on sous-estime ce dont on est capable, on sous-estime, on ne se rend pas compte de ce que l'on peut vivre dans le quotidien, dans les petites choses. Et que on peut justement, malgré soi, développer cette compétence de résilience. Et ça peut passer par je ne sais pas moi, ce qui me viendrait à l'esprit, si je retourne loin en arrière, quand j'étais au collège, par exemple, j'ai pu vivre des moments de harcèlement par d'autres camarades. Par exemple, ça peut être vu comme quelque chose de pas si important que ça, mais ça laisse des traces et il y a toute cette capacité à rebondir, à malgré tout ça, aller de l'avant. Ça peut être au quotidien dans la sphère professionnelle. Je ne sais pas moi, si on a lancé un projet et puis que ce projet n'a pas marché comme on voulait, et ne pas baisser les bras et se dire que même si je me sens à terre, entre guillemets, le temps de digérer, le temps de réfléchir. J'ai le droit aussi de tomber, c'est clair, c'est normal.
Mais se relever, ça aussi, ça fait pour moi partie de cette capacité de résilience. Ça peut être être face à un chef toxique, être capable, je pense justement à une personne de mon entourage qui a vraiment fait preuve de résilience face à une chef qui n'avait pas des comportements très adaptés, tu vois. Et elle a, avec de la patience, avec du recul sur elle-même, sur qui elle est, sur ce que l'autre est aussi, quand il exprime tout ça, cette posture-là, elle a vraiment fait preuve de résilience pendant quelques années. Bon, évidemment, entre-temps, elle a choisi de partir, mais ça reste, pour supporter ça un certain nombre d'années, pour moi, c'est de la résilience, tu vois. Ça a façonné son être. Ça peut être un échec aussi dans la vie personnelle, quelque chose dans la vie sentimentale, une rupture ou quelque chose qui n'a pas marché comme on voulait. Et cette capacité à se dire, bon, ben, ok, là, ça n'a pas marché, mais à un moment donné, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je choisis de rester à terre ou est-ce que la vie continue et j'ai encore la force et je tente ou j'essaie autre chose, tu vois. Donc, ça peut avoir tellement de visages. La résilience peut vraiment avoir tous ces visages-là à la fois. Bah justement, je trouve que c'est intéressant. Tu as donné plein d'exemples très différents les uns des autres. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur ta définition de la résilience, qu'on comprenne un petit peu tout ce que tu peux mettre derrière? Alors, ma définition de la résilience, ce serait cette capacité, malgré des petits ou des moyens ou des grands chocs, entre guillemets, y compris ceux qu'on ne perçoit pas comme des chocs, en tout cas ces secousses de la vie, hein, de pouvoir être là quand même, de fonctionner, d'être là, déjà, c'est déjà beaucoup, et d'avancer, même si on a l'impression des fois qu'on n'avance pas assez vite, même si on a l'impression, parfois, tu sais, on peut être dur avec soi-même. Oui. Et ce n'est pas grave. Pour moi, chaque petit pas, même minime, ça compte. Oui. Parce que finalement, c'est sur la durée de tous ces petits pas, collés les uns aux autres, qui va faire que je vais sentir à un moment donné que, ah mais oui, mais j'ai avancé. Ah mais oui, mais regarde tout ce que j'ai fait en une année, en 3 mois, en 5 ans, en 10 ans. Et c'est ça aussi pour moi la résilience. Ok, donc on a compris un petit peu ce que tu mets derrière cette compétence de résilience. Tu nous as donné quelques exemples aussi de ce qui peut nous amener à forger cette résilience dans nos vies. Une fois qu'on a peut-être justement dépassé cette secousse dans notre vie, ça y est, on a réussi à la traiter, à la gérer. Qu'est-ce que concrètement on peut en retirer comme compétence réutilisable derrière? Parce que ce qu'on se disait ensemble aussi quand on préparait l'épisode, c'était de voir cette résilience comme quelque chose de positif, une victoire qui va nous aider à avancer, à comprendre quelque chose de nouveau, à forger dans notre personnalité aussi des choses nouvelles. Donc, qu'est-ce qu'on peut réutiliser derrière? Du coup, quel positif on peut en retirer? Alors, justement, déjà, la première chose, c'est d'être, de se poser pour conscientiser qu'on a fait preuve de résilience. Parce que finalement, c'est la première étape. Si je ne fais pas cette étape, ben, je ne me rends même pas compte de mes capacités et de tout ce que j'acquiers comme compétences. Donc, c'est important, il me semble, de célébrer ces victoires, même toutes petites. Même, par exemple, si pour moi, ça a été difficile de dire non face à des personnes toxiques, face à des situations où je ne me respectais pas, où l'autre ne me respectait pas, où je n'écoutais pas mes besoins, juste avoir été capable de dire non cette fois, je pose mes limites, ça, ne serait-ce que cet exemple, être capable de le reconnaître et de se féliciter déjà, je dirais même de se célébrer, Marine. Surtout quand on n'a pas eu peut-être par le passé l'habitude de surmonter ça. Donc, première chose, se célébrer. C'est important. Parce que si je ne me célèbre pas, je ne vais pas voir mon développement. Je ne vais pas voir à quel point j'avance en termes de compétences. Et je ne vais pas reconnaître aussi
cette compétence de résilience. Une fois que je me suis célébrée, je me suis remerciée, donc je me reconnecte à ma joie intérieure, à mon autosatisfaction finalement de moi-même. Je pourrais peut-être me demander, mais qu'est-ce que j'ai appris au travers de cette expérience? Donc, qu'est-ce que j'ai appris ici? Qu'est-ce que j'ai surmonté ici que je n'arrivais pas à surmonter peut-être jusque-là? Et ne serait-ce que le fait de se poser des questions va me permettre de conscientiser davantage tout ce qu'il y a derrière. Donc, pour moi, ça me semble important. Et tu vois, de ces réponses vont jaillir peut-être d'autres prises de conscience qui vont me permettre d'avancer peut-être sur d'autres aspects de ma vie qui me paraissaient compliqués. Mais juste reconnaître ça, c'est un point de départ très important. Oui. Et moi, j'irais aussi plus loin sur la partie prise de recul, célébration, etc. De se dire qu'une compétence, on n'a pas besoin de la maîtriser à 300% pour se dire que, bah oui, en fait, elle est là. Par exemple, moi, j'aime bien aussi prendre des exemples un peu concrets, mais on n'attend pas d'être bilingue dans une langue étrangère pour dire que on sait faire des choses dans cette langue. Quand on commence à apprendre, je ne sais pas, par exemple, l'anglais, bah, effectivement, au début, on n'est pas encore bilingue, il y a des mots qu'on ne sait pas utiliser, on est peut-être meilleur à l'oral qu'à l'écrit. Voilà, il y a des fluctuations au milieu de cette compétence de la maîtrise de cette langue étrangère. C'est la même chose avec toutes les compétences, donc la résilience en fait partie, l'acceptation de soi en fait partie, la célébration de soi en fait partie. On n'est pas obligé d'être à 100% tout le temps, partout, pour accepter d'avoir développé une compétence. Exactement. Et c'est pour ça que je parlais d'être doux avec soi, parce qu'on a tendance à être très dur avec nous-mêmes. Et quand on a des objectifs, surtout si ces objectifs sont assez grands, tant qu'on n'a pas atteint le sommet, ben pour nous, ce n'est pas satisfaisant. Alors que peut-être que pour atteindre le sommet, j'ai besoin de passer par des étapes. Et des grandes étapes qui sont découpées peut-être en moyennes étapes, qui sont elles-mêmes peut-être découpées en petites étapes. Et c'est important de reconnaître chaque petite étape. Et l'exemple que tu donnais concernant le fait d'être bilingue en anglais, eh bien, avant peut-être d'être complètement bilingue, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai appris peut-être 2-3 mots de vocabulaire en plus qui enrichissent voilà, mais certaines compétences liées à la langue. Peut-être que demain, ce sera tel temps que je vais mieux maîtriser. Peut-être qu'au début, je ne serais pas capable tout de suite d'avoir une discussion avec un natif de la langue, mais peut-être que quelques temps après, je serai capable au moins de me faire comprendre, ne serait-ce qu'à 20 ou 30%. Donc ça aussi, c'est une victoire quand on parle bien. Et petit à petit, si je suis douce ou doux avec moi, je fais attention à chaque petit effort et chaque petit pas accompli, chaque petite victoire. Et finalement, ça renforce ma confiance. Et plus ça va renforcer ma confiance, plus j'aurai envie d'avancer. Et plus j'aurai envie d'avancer, plus je vais avancer vraiment vers mon objectif. Alors que si je fais le contraire, que je pars du grand objectif et que je reste dur avec moi-même, ça va freiner quelque part mon évolution. Oui, complètement. Quand on voit que la marche est trop grande en face de nous, ça nous démotive, on se dit qu'on va de toute façon pas y arriver, etc. Que si on la découpe en plein de petites marches, d'un coup, ça devient beaucoup plus accessible. Et de la même façon, on peut reprendre des exemples hyper pratiques. N'importe quel champion des Jeux Olympiques, il n'a pas commencé par se présenter aux Jeux Olympiques le premier jour. Il y a tout un entraînement avec je sais pas, si on prend quelqu'un qui porte des poids, il a commencé par des poids plus légers et puis petit à petit, à force d'entraînement et d'exercice, a pu augmenter le poids total et se présenter finalement aux Jeux Olympiques, voire gagner une médaille parce que à force de travail et d'avoir découpé l'objectif en petites étapes. Exactement, c'est ça. On ne s'improvise pas champion olympique du jour au lendemain. C'est des années de préparation en arrière. C'est beaucoup de préparation physique et mentale, tout à fait.
tout à fait. Et en étant doux avec soi-même, on peut aussi, de manière assez réaliste, se dire que notre objectif, c'est justement pas d'être champion olympique, mais de maîtriser la compétence à notre niveau comme elle nous est nécessaire. Parce que tout le monde n'a pas besoin de porter des centaines de kilos en haltérophilie et peut juste avoir envie de développer un petit peu sa musculature et donc de faire les exercices au niveau de l'objectif qu'il a envie d'atteindre. C'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est important déjà d'être clair avec ce que l'on souhaite atteindre comme objectif. Et puis, d'être bienveillant avec soi-même et puis découper et surtout ne pas se comparer aux autres. C'est vrai ce que tu dis, Marine, parce que l'objectif de l'autre lui appartient, il est situé dans son contexte, son histoire. Et nous, on est différents, on a notre histoire, on a notre contexte. Et peut-être qu'on a d'autres compétences que lui n'a pas, de façon peut-être innée ou apprise avec le temps ou les expériences, et vice-versa. Donc, en fait, moi, je vois ça comme l'idée pour moi, c'est vraiment se développer soi-même et je ne vais pas dire être en concurrence avec soi-même parce que en même temps, il y a le mot concurrence, mais juste d'être dans l'idée de, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux gagner en plus? Voilà. Et vraiment être dans cette optique-là de qu'est-ce que je peux renforcer? Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que je peux comprendre de moi? Qu'est-ce que je peux... quel est le plus petit pas que je puisse faire? Ouais, carrément. Si on revient un petit peu sur les exemples que tu nous as cités au début, pour moi, c'était vraiment des exemples qui montraient justement la diversité des compétences qu'on peut acquérir dans une situation de résilience, parce que effectivement, on peut se retrouver en face de quelqu'un et développer des compétences de combativité, d'être affermi, c'est-à-dire de savoir dire non, de savoir se poser aussi soi-même par rapport à ce qu'on veut pas, être clair au milieu de tout ça. Mais ça peut tout à fait aussi être des compétences de patience, comme tu le disais, de la personne que tu connais qui a pris un peu son mal en patience et qui a supporté cette situation grâce au développement de sa résilience. Et donc, la patience, l'écoute, la prise de recul, réussir à faire cette balance entre ce qu'on me dit, ce qui est vrai, ce qui est faux, etc. Aussi le fait d'être doux envers soi-même et se dire que ce que l'autre pense ne nous atteint pas, ou en tout cas n'est pas la vérité, etc. Tout ça, c'est des compétences qui sont très diverses, très variées. Ça peut aussi être toute sa communication non verbale, sa communication non violente, comment est-ce qu'on écoute l'autre et comment est-ce qu'on lui parle pour pouvoir s'adapter à l'autre. C'est un panel de compétences qui est d'une pluralité assez importante et d'une richesse qui est pour moi vraiment très importante. Et c'est d'autant plus pour ça que je trouve que c'est important de comprendre sa résilience vis-à-vis d'une situation qui ne sera pas la même vis-à-vis d'une autre, qu'on va connaître à différents moments de sa vie, mais aussi de savoir comment est-ce qu'on s'est enrichi pour voir ce qu'on peut réutiliser derrière. Parce que pour moi, j'ai toujours ce point de vraiment le voir comme du positif. C'est ça, parce que pour moi, en fait, derrière chaque situation, même la plus difficile qu'il soit, il y a toujours un cadeau caché. Mais souvent, on ne voit pas ce cadeau. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette introspection et d'aller comprendre, mais qu'est-ce que je suis en train d'apprendre ici que je n'ai pas reconnu ou quelle qualité et quelles compétences je suis en train d'apprendre. Donc, c'est vraiment très important de prendre ce temps d'auto-analyse pour avoir du recul sur les choses. Tout à fait. Et peut-être si c'est dur aussi de se dire qu'est-ce que je suis en train d'apprendre en ce moment pendant qu'on vit la situation, parce que parfois la situation nous semble quand même très pas juste, difficile à accepter aussi sur le moment, et peut-être dans un temps second, une fois que la situation est réglée, se dire cette situation était très difficile, j'ai eu beaucoup de mal à la vivre, mais est-ce que je peux en faire quelque chose de positif dans ma vie ? C'est sûr que ça sera certainement jamais un souvenir très agréable, quelque chose qui a été dur à vivre, on s'en souviendra jamais de manière très positive, mais on peut finalement un peu comme tourner la page et se dire ok, je l'ai géré, est-ce que je peux en retirer quelque chose ?
c'est ça, non seulement en retirer quelque chose et peut-être prendre de nouvelles décisions. Peut-être que j'ai été dans cette situation parce que j'ai pris certaines décisions à un moment X. Bon, j'ai appris la leçon, j'ai compris qu'est-ce que je fais de tout ça en effet et qu'est-ce que je peux changer à mon niveau, qu'est-ce que je peux penser différemment, quel choix nouveau je peux faire, quelles choses je peux mettre en place. Donc, il y a toute une série de questions que l'on peut se poser et qui pourraient justement permettre de passer au prochain chapitre de sa vie tout en ressortant enrichi de la situation. Oui, c'est ça. En allant toujours chercher le positif de ce que ça peut nous apporter et effectivement peut-être ouvrir des portes en se disant finalement j'ai commencé à développer cette compétence, elle me plaît énormément, qu'est-ce que je peux aller chercher encore plus loin? C'est ça, exactement. Mais ça demande ce temps-là d'introspection. C'est ça. Mais c'est aussi ça la douceur finalement, c'est prendre le temps, accorder le temps, voilà, quand on a besoin de temps pour se remettre d'une situation. Parce que c'est pas parce qu'on a développé cette compétence de résilience qu'on peut tout enchaîner sans se poser, sans cette partie un peu de douceur pour se remettre d'une situation. Tout à fait, parce que parfois c'est l'esprit qui a besoin de repos, parfois c'est le corps, parfois c'est tout à la fois. Et puis il y a ce temps d'intégration aussi, parce que sur le coup, comme tu disais Marine, peut-être que je ne comprends pas ce qui se passe parce que la situation est tellement complexe et difficile que je ne peux pas être objectif ou objective. Mais ce temps-là de ralentir, pour se poser, il est capital. Parce qu'il permet, pour moi, dans la vie, on enchaîne des cycles, donc il y a des moments où il faut être dans l'action, puis il y a des moments où on a besoin d'introspection, de ralentir, de freiner, de ne rien faire aussi, si c'est nécessaire et c'est requis. Mais ce temps-là est important parce qu'il permet de digérer, de maturer, de prendre du recul pour pouvoir mieux rebondir, avancer et de la meilleure façon qui soit. Oui. On est déjà arrivé à la fin de notre échange qui était riche, doux et positif. C'était très, très agréable. J'espère que ça va inspirer beaucoup. Mais avant de nous quitter, comme d'habitude, le petit challenge que tu as à nous lancer. Alors, le petit challenge serait de prendre ce temps d'introspection et de réfléchir à des situations de vie que vous avez traversées peut-être et trouver au moins 3 victoires, même des petites victoires à vos yeux, qui sont liées à une forme de résilience. Donc, vraiment, soyez honnête avec vous et réfléchissez parce qu'il y a forcément quelque part quelque chose que vous avez traversé, que ça soit dernièrement, que ça soit il y a quelques années ou dans votre enfance, peu importe. Mais l'idée, c'est de pouvoir mettre des mots dessus et le reconnaître. Et puis, vous demandez, mais finalement, qu'est-ce que j'ai appris de positif au travers de ces expériences? Et qu'est-ce que je peux en faire maintenant, aujourd'hui, pour aller plus loin? J'ai hâte de savoir. Et moi, je rajoute un petit challenge dans le challenge. Je veux en commentaire les compétences que vous avez développées grâce à ça et dont vous prenez conscience grâce à l'exercice de Nathalie. J'ai hâte de voir cette petite liste de compétences en commentaire. Merci beaucoup, Nathalie, d'être venue à mon micro et d'avoir partagé tout ça avec nous. Eh bien, merci encore, Marine, pour cette invitation. Merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés. Et puis, plein de belles choses. À bientôt. À bientôt. Tu viens d'écouter Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Et si tu es encore là, c'est peut-être qu'une petite étincelle s'est allumée. Alors faisons-nous un cadeau, partage cet épisode avec une amie, une sœur, une collègue, une femme qui elle aussi a besoin d'entendre que sa voix compte. Abonne-toi, laisse un commentaire, un cœur, parce que c'est comme ça qu'on fait circuler l'audace. Et quand tu auras relevé le petit défi proposé dans cet épisode, viens me le dire, je veux savoir ce que ça a réveillé chez toi. Ta voix compte et tes compétences sont déjà en train de rayonner.